Pendant que Michael, David et Marco gèrent leur saison des sucres 2025, c'est Jean-Étienne qui anime des entrevues avec les leaders des plus grandes entreprises manufacturières en acériculture. Cette série d'entrevues du podcast La fièvre des sucres vous est présentée grâce au groupe Canatrac qui vous invite à penser Kubota quand vous travaillez dans le bois. Mont-Laurier, Mirabel, Joliette, Québec, Rimouski et Sainte-Agathe. L'invité de cet épisode est Mathieu Fortier de la division acéricole de H2O Innovation, une entreprise en pleine expansion qui a récemment fait l'acquisition de l'équipementier leader aux États-Unis. Mathieu présente les valeurs et la vision de l'entreprise qu'il représente tout en nous partageant sa propre passion pour l'acériculture. Cet épisode de La fièvre des sucres vous est présenté grâce à la collaboration de Click2Go Elite qui vous offre une solution pratique et sécuritaire pour toujours avoir vos outils à portée de main en forêt. Ainsi que Québécois et sa gamme unique d'alcool 100% à base d'érable et fait entièrement de vrais ingrédients québécois. Et les entreprises forestières Serge Bureau qui offrent des services de récolte forestière, de planification et de prescription pour vos travaux d'aménagement acérico-forestier. Bonne écoute de ce 8e épisode du podcast La fièvre des sucres. Mathieu, bienvenue à la souche. Yes, Souhaiter santé, bonne Tu déclaration. as le droit de prendre une gorgée? On a le droit de prendre C'est pas juste la pour bière le qu'on show. veut. Ça dépend jusqu'où tu veux aller là, dans notre échange. Bon. Non, c'est souvent... Merci de m'avoir laissé la noire. Ça me fait plaisir. Puis ce que je veux aussi, c'est te laisser la chance de nous parler vraiment, non seulement d'H2O, de leader, mais de quitter comme personne aussi, parce que le but de ça, c'est de montrer les humains qu'il y a derrière les catalogues. Ouais. On commence en acériculture, où on veut investir là-dedans, on s'intéresse à trouver un fournisseur, on s'entend, toutes les entreprises font de très bons produits. Oui. À un moment donné, on finit par acheter un service, puis un contact humain. Ouais. Alors moi, c'est ça aujourd'hui, Mathieu, c'est de te connaître d'abord, savoir qu'est-ce que tu fais chez H2O et Leader, Ouais. quel est ton rôle là-bas. Mais après coup, on explorera peut-être plus des passions qui liées à la sériculture, puis qui nous font sortir aussi de la sériculture. Ben ouais. J'ai compris Qui que nous tu amène t'intéresses ici. au brassage de bière, puis Ouais. bière et sirop, ça peut se conjuguer très bien. Ouais. Puis aussi qu'on parle de l'avenir, parce que tu sais, il y a quelque chose qui se passe en ce moment dans la sériculture. On est dans une nouvelle vague de développement technologique, mais aussi la culture change. Ça, Ouais. c'est un thème que je vais aborder. Alors, Ok. Mathieu, déjà ton rôle, techniquement, ton poste, c'est Moi, je quoi? suis directeur des ventes chez D'accord. H2O et Leader. Ça fait 10 ans, presque jour pour jour maintenant, que j'occupe cet emploi-là. Je n'avais pas beaucoup de connaissances en acériculture quand j'ai commencé. Ironiquement, ça fait un peu drôle, mais j'ai un background plus dans les pompes à eau, puis ça m'a amené vers l'acériculture. Tu parlais de l'humain puis du service qu'on achète. Ben, moi, j'ai eu un contact humain avec les gens chez H2O. Ça a été un bon fit. Fait que j'ai sauté dans Il y a beaucoup l'aventure. de métiers qui viennent dans la cériculture. Tu sais, juste faire du sirop chez soi pour sa famille, c'est déjà 50 métiers. Là. Oui. La plomberie, on oublie des fois qu'il faut être un peu cuisinier. Là, c'est toujours mieux. Puis, il faut être un peu bûcheronneux, il faut être pas mal d'affaires. Ouais. Alors, tu sais, ça m'étonne pas. Tout le monde arrive par une porte de côté en C'est vrai. agriculture. Il y en a qui naissent là-dedans, mais quand même, il y a bien des gens qui viennent de d'autres horizons Ouais. comme toi. Ouais. Puis j'ai sauté là-dedans pieds joints. C'est un métier qui s'apprend quand même. C'est long, je dirais. C'est quand même assez technique. Tout juste les termes. Tu sais, j'ai vraiment appris beaucoup D'aspect. au fil des années, des gens d'expérience. Puis j'en apprends encore là, à tous les jours. Puis il y a quelque chose aussi, c'est que ce qu'il y a de plus stable en acériculture, là, Ouais. ce qu'il y a de plus solide puis qui ne changera jamais, c'est que chaque saison est différente. Oui. C'est tout le temps nouveau. Puis en plus, ben, on a un an qui est passé. Fait que là, de juste reprendre nos routines, des fois, oh, c'est vrai, mais oh, les bouchons, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on fait toutes les semaines. On est dans la cériculture à Ouais. longueur d'année. Je marchais dans le bois un matin chez nous, on pense à d'aménagement, on regarde nos affaires. Ouais. Mais les opérations de bouillage, c'est une très courte période. C'est vrai. C'est pas long. Puis, il faut recommencer un peu. Puis pas juste le bouillage, tu sais, on a maintenant des systèmes électroniques en forêt qui prennent des lectures. Les acériculteurs, c'est pas toujours leur champ de connaissance ou leur champ d'expertise. Fait qu'à tous les années, j'ai des appels au mois de novembre. Bon, comment ça marche déjà, là? Comment ça marche, là? Ah, ouais, Je me rappelle plus. C'est toujours drôle. Qu'est-ce qui t'a accroché? Parce que, tu sais, on a tous une histoire. Moi, je pourrais te le conter. On a tout un moment qui dit, hey, wow, la cériculture. Qu'est-ce que c'est ça? Une chance que j'ai découvert ça. Puis, parce que t'es là encore après 10 ans, tu t'es fait crocheter. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait accrocher à ça? Je trouve que c'est vraiment un beau secteur d'activité. C'est le fait, premièrement, qu'il y ait un rush durant l'hiver
au lieu d'un rush durant l'été. Dans ma vie personnelle, moi, ça faisait mon affaire. L'été, c'est beaucoup plus tranquille. Les gens pensent moins à la sériculture. Fait que nous autres, ben, Ouais. c'est sûr qu'on a de l'ouvrage à l'année. On prévoit la prochaine saison dans la fabrication, On peut dans profiter de dans l'été. les offensives marketing. Mais l'été, c'est pas le rush. Puis moi, ben, personnellement, ça faisait vraiment mon affaire. Parce que j'aime faire plein de choses durant l'été. Mais en gros, la sériculture, je trouve que c'est un beau domaine parce que c'est un domaine qui est en croissance rapide actuellement. Dans les 10 dernières années, moi, j'ai vu une croissance dans la technologie incroyable dans la sériculture, comme il y a rarement dans d'autres marchés. Puis les mentalités, tu sais, puis la technicalité de plein de détails, pas juste à la longueur des chutes. Ouais. J'ai l'impression qu'il allonge de 6 pouces à chaque saison. Tout le monde va en faire des plus longues. Mais Combien d'entailles on met sur une latérale? c'est À chaque 2 ans, il y a une nouvelle étude qui dit d'autres choses. c'est ça. Puis, tu sais, il y a 1000 façons de faire. Chaque démarche, chaque procédure, Ouais. tout le monde a la meilleure. Ouais. Fait qu'on en a pour jaser pour un bout. Ah oui, Avant de s'en on parler. pourrait passer C'est là-dessus. sûr. Qu'est-ce qui fait que chez H2O, toi, tu y vois des valeurs ou une approche? Parce que moi, j'ai la chance de fréquenter un peu tout le monde, puis je Ouais. vois bien que tout le monde a sa twist, tout le monde a son angle d'attaque. Qu'est-ce qui vous caractérise chez H2O? Qu'est-ce qui fait vraiment votre ligne de force? Ce qui m'a fait triper au début, c'était surtout l'innovation puis la rapidité à laquelle on était capable de mettre un produit en marché. C'est quelque chose qui est notre force, je pense. On a une équipe de développement qui est vraiment hands-on, qui teste les équipements Agile. rapidement. On a des bancs de tests durant l'été. Fait qu'on est capable vraiment de mettre en... On a des bonnes idées, puis les bonnes idées, ils viennent toujours des producteurs. Ça, c'est quelque chose que aussi j'ai remarqué, puis ça m'a fait triper du début, c'est que si on est à l'écoute des producteurs, c'est eux qui ont les bonnes idées. Parce que c'est eux qui vivent le day-to-day, qui ont des challenges. Fait que les autres, ils savent qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ils savent qu'est-ce qui pourrait améliorer leur qualité de vie ou leurs opérations. Et puis, ils savent ce qui existe. Ils veulent quelque chose qui Ils existe ont pas. des besoins concrets. Ouais, mais qui n'existe pas. Fait que là, en partenariat avec eux, en les écoutant, on est capable d'arriver avec des super de bonnes idées. Avec notre savoir-faire, ben, let's go. Fait que c'est un domaine qui avance beaucoup. Puis chez H2O Innovation, c'est ce qui m'a fait triper vraiment au début. Parce qu'il y a d'autres secteurs d'activité que la sériculture dans cette entreprise-là. Oui. On le sait, hein, traitement des eaux, puis tu sais, ça fait que Ouais. cette dimension-là, est-ce que ça fait en sorte que tu profites d'un département de recherche et de développement avec pas mal de monde qui sont allés à l'école? Dans quoi ça se caractérise chez vous? H2O est spécialisé dans la filtration membranaire. OK. Donc, on fait de la filtration et de la concentration des eaux, des sucres, des liquides avec des membranes. Ça, c'est notre spécialité dans toute l'entreprise au complet. Au fil des années, souvent par acquisition, on s'est retrouvé à avoir des partenaires dans notre grande famille d'H2O qui se sont joints. Je donne un exemple, on a une usine de produits chimiques en Angleterre et une en Californie. C'est deux acquisitions différentes à 5 ans, 5 ou 6 ans d'écart. Puis ces entreprises-là ben, sont spécialisées dans les produits chimiques pour traiter des systèmes avec des membranes. Pas pour la sériculture, mais pour le traitement de l'eau. Mais c'est très, très, très proche. On a des défis, nous autres, au niveau de laver les membranes, les performances de membranes, on concentre du sucre. Fait qu'eux, ben, au niveau des produits chimiques, on est capable de faire des autopsies de membranes, savoir pourquoi la membrane elle a bouché, c'est quoi les minéraux, qu'est-ce qui s'est passé. Puis après ça, on est capable d'apporter des solutions efficaces. Oui, ben oui. Fait que oui, on a accès à nos amis, nos compagnies sœurs qui nous aident beaucoup. On est d'ailleurs en train de développer un produit pour laver les pannes OK. qui va être biologique, qui va être sans phosphate. Puis, Sans frottage? sans phosphate. Frottage est une autre histoire. On Mais répète quelque chose ça. d'efficace qui est bio. Dans le fond, c'est un défi dans le marché actuellement. Fait qu'on Ouais. est en train de travailler conjointement avec l'entreprise qui est en Angleterre. OK. Puis, on est en OK. train de Donc, travailler là-dessus. il y a des secteurs qui sont à l'extérieur de la sériculture, mais qui viennent inspirer des solutions en la sériculture. Ouais, on leur a envoyé Ça, c'est une parfait. panne là, qui était complètement scrap, brûlée raide, plein de rage dans le fond. Puis fait qu'on leur a envoyé ça. On a dit, tu sais, faites une On autopsie. Les autres, ils ont fait une autopsie sur les minéraux. Puis, ouais. Wow. Fait que c'est trippant. Ben, c'est des belles ressources. C'est des belles ressources. Ben parce oui. que souvent, on a des questions, obtenir les réponses. On n'a pas toujours les ressources dans toutes les entreprises pour être capable de faire un pareil diagnostic. Là. Exact. Comme ça, dont tu me parles là, par rapport à cette panne-là. Leader, c'est écrit sur ton chandail, H2O Innovation. Leader. Puis vous avez conservé le nom, tu sais. Donc, c'est une entreprise que vous avez acheté, mais vous voulez conserver l'identité. Est-ce que vous avez pris le temps de le mettre Ouais. sur ton chandail? Est-ce que Parle-moi tu connais un petit peu Leader? Moi, je les connais parce que moi, je suis anthropologue dans la vie, puis je monitor beaucoup ce qui se fait aux États-Unis. Ça Ok. m'intéresse beaucoup parce que, tu sais, comment ça se fait que ces gens-là ont 2 milliards d'entailles potentielles, on a 200 millions, puis on fait encore 70% de sirop? C'est parce que la culture du sirop, c'est nous. Oui. Tu sais, il y a des centres de voyage aux États-Unis, là, le chemin, il rentre par la bosse, là.
rentre même pas pour les États-Unis. Puis je regarde comment ça se passe, l'hygiène, les connaissances. Je me dis, mais voyons donc. Puis aussitôt que tu prends la parole sur un chat aux États-Unis, puis ils voient que tu es Québécois, waouh, là, il y a un indigène sirop qui débarque, tu sais, je vois toute la Ouais. déférence qu'ils ont pour nous. Je dis, mais Ouais. il n'y a pas cette culture-là, là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ça m'intrigue. Puis en plus, les gars, ils ont des noms comme Laverdière, comme. Tu sais, on le sait, ben, il y a un Ils ont- million de personnes qui est parti dans la crise économique. Ouais. On sait 30 millions de Québécois francophones. Hein, Oh, oui, monde-là. c'est des Fait que moi, godettes. j'ai un attachement, Ouais. puis je rêverais de partir avec mon équipe de production, là, le coup du territoire, faire Ouais. un film sur ça. Là. Ouais. Puis je serais curieux de savoir, tu sais, c'est nous autres, le sirop au Québec, Ouais. mais aux États-Unis, c'est-tu nos cousins qui le font, tu sais, je serais curieux d'aller mesurer un petit peu qui fait de la sériculture. Ben, c'est très culturel comme Ouais. pratique. On a pogné ça des Autochtones comme il faut, Ouais. puis on le porte avec un moins grand potentiel, avec des arbres qui croissent moins vite, avec plus de misère, on Ouais. va se le dire, qu'aux États-Unis. Ouais. Fait que c'est... Avec un climat qui est souvent. C'est ça. euh, J'ai compris que là-bas, des fois, des saisons plus courtes, mais extrêmement performantes. Oui. Alors, Leader, déjà, donc ça, c'est une initiative, c'est une entreprise purement états-unienne. oui, depuis 1888. Quand même. Ça l'a Puis il n'y avait pas plus un nom, que 100 ans. francophone caché en arrière de ça, quelque part? Non, c'est vraiment une entreprise qui est purement américaine. OK. En fait, je pense qu'au début, dans les années 1800, il y avait les frères Grimm, qui des Canadiens, qui se sont un peu séparés. OK. Je pense que ça a donné naissance à deux entreprises là, qui ont Ok. grandi chacun des deux côtés de la frontière en fournissant des équipements d'érablière dans le OK. temps. OK. Mais nous, notre aventure a commencé avec Leader en 2022. Donc, on a fait une acquisition. On a acheté, dans le fond, en entièreté un compétiteur. Fait que Leader avait des produits que nous, on n'avait pas. Nous, on avait des produits que Leader n'avait pas. C'est un fabricant américain. Ça, on voulait garder ça aussi. Pour les Américains, il y a quand même un sentiment d'appartenance, des équipements Vraiment. fabriqués aux États-Unis. C'est important. Des emplois aux États-Unis, c'est important. Fait que c'est une des raisons pour laquelle Est-ce on qu'il y a en fait a d'autres l'acquisition. fabricants des équipementiers? Moi, c'est les Il y en seuls a, que je il connaissais. y en a, ce Des serait faux de dire qu'il n'y en a pas, mais ils sont spécialisés dans un produit, exemple, ou une ligne de Un produits. petit peu bouilleuse, un petit peu Mais de- Leader était la seule entreprise qui offrait de tout pour la sériculture, si on veut. OK. Ouais, Puis ça se passe comment? C'était ce mariage-là qui était... ça va bien. C'est va, c'est ouais. pas sans défi. Ouais. Il y a quand même un défi culturel qu'il faut vivre avec. Tu sais, on est des petits Québécois, puis tu sais, on a acheté une entreprise américaine. Fait que veut pas, ben, il y a Ok. un travail à faire au niveau de la Petit enjeu culture. d'ego. Ben, mais c'est quelque chose qui se travaille Ok. sur le temps. Puis c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui est un frein, mais c'est un défi. Défi. L'autre défi, ben c'est sûr, c'est au niveau de la fabrication. Leader était une entreprise qui fabriquait des systèmes de qualité, d'extrême qualité. Je dis toujours qu'une panne Leader, il n'y a pas une entreprise, même pas nous H2O, qui accote la qualité d'une panne Leader. Fait que, par contre, ben, il y a des enjeux au niveau du prix. Si la panne, elle est super, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, ça a pris plus de temps à la faire, plus de soudage, plus de nettoyage. Fait qu'en gros, on travaille là-dessus, mais c'est un super de beau défi. Puis ça nous a donné accès à un méga réseau de distribution qu'il y avait aux États-Unis. On en avait Ok. déjà un, mais il y avait beaucoup de distributeurs aux Ils États-Unis. sont présents dans combien d'États, leader? Le nombre d'États, je ne pourrais que pas c'est tout le temps dire. Je surprenant dirais une de voir. dizaine, vite de même. C'est ça, c'est tout le temps surprenant de voir Ça va loin. la quantité Ouais. d'États. Ça part du Oui, Wisconsin. la production de Ouais, ça sirop. part du Wisconsin, un petit peu au Minnesota. Ça s'en vient vers l'est jusqu'en Nouvelle-Angleterre, Vers jusqu'au Maine. Maine. Ouais. Fait que c'est quand même un territoire qui est quand même assez vaste, mais qui est quand même bien exploité. Tu sais, on a une bonne clientèle au Michigan, au Wisconsin. Puis il y a quand même des producteurs là, qui ont 60 000 entailles au Wisconsin. OK. Il y a des gros producteurs là, qui sont consciencieux, qui font des gros rendements. Fait que ce serait faux de dire que aux États-Unis, ils ont des méthodes qui sont un peu plus, je dirais, arriérées, mettons. Ce serait vraiment faux de dire Je ça. parlais plus des ceux qui font du hobby. Tu Ouais. vois, qui ne profitent pas de la même éducation qu'on a. Parce que Non. si tu fais du hobby, tu as un oncle qui a une grosse cabane à sucre, tu as un cousin On a qui accès. est pro, puis tu peux rapidement te mettre sa Ouais. coche, puis il y a quelqu'un qui t'explique un peu comment faire les choses. Alors que, comme je te dis, moi, quand je monitore ces différents groupes Facebook-là, et je vois du monde démuni un peu. Là, tu sais. Ben, ils sont sur Facebook pour apprendre. C'est ça. C'est pas mal leur seule ressource. Ça et les distributeurs locaux, les magasins, donc nos clients qui achètent l'équipement que nous, on fabrique. OK. Fait que si je reviens à H2O, Ouais. la spécialité, c'est la filtration membranaire. Leader, c'était, je dirais, une de leurs faiblesses. Fait qu'il y a eu un beau mariage là, dans les deux marques. Est-ce que, tu disais qu'ils font des très bons évaporateurs, est-ce que c'est venu impacter la manière de H2O de faire ces évaporateurs? Parce que Ouais. je sais que vous avez une gamme d'évaporateurs, mais
c'est des deux côtés, il y a une influence mutuelle. Clairement, il y a un partage du savoir. D'ailleurs, depuis quelques années, on travaille très fort sur les pannes à vapeur. OK. Ça, c'est une grosse tendance aux États-Unis. Oui. C'est une façon très efficace de fabriquer le sirop d'érable. Ici, je pense qu'il y a une réglementation pour les opérateurs, par contre, hein, qui Ouais. vient un peu Ouais, c'est rendre c'est ça ça. moins C'est un peu plus difficile, fluide. mais on est en train de rechercher et de comprendre comme il faut comment ça marche. Il y Ouais. a peut-être des pistes de solutions, mais on a déjà une liste d'une quinzaine de producteurs de, je dirais, plus de 50-60 000 en taille. Puis ils nous ont dit, dès que tu as une solution pour moi, là, let's go. Parce que moi, j'ai 2 évaporateurs, 6-18, puis là, j'ai plus de main-d'œuvre, j'ai des défis. Je peux plus croire qu'en 2024, je suis obligé d'avoir 2 gros évaporateurs avec avec des opérateurs, puis que je sois limité par ça. Fait que, tu sais, que ce soit mon bottleneck, si on veut. Fait que là, let's go, mets-moi sur ta liste, aussitôt que tu as quelque chose, tu me le dis. OK. Parce qu'on n'oublie pas qu'à la Steam, vapeur, une panne 6 par 10, OK, OK. a le potentiel de faire 10 barils à l'heure. Et tabarouette. Ouais. C'est OK. à ce point-là. Mais d'ailleurs. Puis ça, puis avec un opérateur qui a le temps de faire d'autres tâches. OK. Mais pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ces technologies-là, moi, je sais un peu de quoi on Ouais. parle. Il y a des histoires de pression, puis tu sais, ça prend un opérateur Ouais. réveillé. Ça peut pas En être, fait, c'est une chaudière à vapeur. C'est ça. Donc, c'est Danger normalement de des pression, équipements sécurité associée à ça. qui sont utilisés pour les chauffer. Chauffer un hôpital, chauffer une école, chauffer des grosses bâtisses. Tu sais, on voit souvent là, sur le bord du mur, dans les vieilles bâtisses, là, une espèce de caille en acier là, devant la fenêtre, là, tu sais, 2-3 pieds Ouais. d'eau. Là. Ben, c'est ça, dans le fond. C'est de la vapeur qui circule là-dedans. Fait qu'il y a un réseau dans la bâtisse. On voit souvent des tuyaux aussi. Ben, c'est des tuyaux de vapeur. Fait que dans le fond, la vapeur, elle est circulée dans les tuyaux. Donc, il y a un transfert thermique qui se fait sur la surface du tuyau. Et fait que là, la vapeur, en se refroidissant, donc en perdant sa chaleur, elle revient liquide, elle retourne vers la bouilloire. La bouilloire la remet en vapeur et on recircule encore. Fait qu'on fait ça dans une panne. Donc, une panne 6 par 10 va avoir un système de tuyaux dans la panne qui va faire que c'est super performant. Mais oui, il y a un enjeu de sécurité. C'est pas pour rien qu'il y a de la réglementation. C'était drôle parce qu'on a un distributeur aux États-Unis qui utilise qui a 2 pannes 6 par 10 comme ça. Puis il m'a dit que sa chaudière à vapeur, elle contenait assez d'énergie pour propulser un boulet de canon en dehors de l'orbite terrestre si jamais ça explose. OK. Ouais, ok, c'est rien de moins. OK. Fait que ça prend un mode P si t'es proche de la machine. Ça doit être inspecté, ça Ok. doit être encadré. Des normes. Fait que c'est correct qu'au Québec, on s'occupe de ça comme il faut. Par contre, ben, c'est sûr que nous, faut trouver une façon que ça fonctionne parce que c'est la façon la plus efficace. OK, puis c'est une question de temps avant qu'on réussisse à trouver des solutions pour Oui. rendre ça peut-être plus facilement accessible. Je le la crois. supervision de ces équipements-là. Je le crois. OK. Ouais. C'est cool. Fait que c'est une voie de l'avenir, on s'entend. Au-delà de cette voie-là sur laquelle vous travaillez, des évaporateurs à vapeur, c'est quoi les autres axes chez H2O de développement ou d'avenir dont tu peux me parler? Puisqu'évidemment, des fois, il y a des choses qu'on prépare puis on en parle quand c'est sorti. Ouais. Mais vous allez vers où? C'est quoi l'avenir chez H2O? Parce qu'on va parler davantage de tout ce qui se développe. Ouais. Vous inscrivez comment dans ces beaux changements-là? Ben, c'est sûr qu'on essaie de répondre, encore une fois, aux défis des producteurs. Les défis des producteurs, on en parle on en parle de plus en plus. La fin de la saison, souvent il fait chaud, la sève a de la misère à se conserver. C'est plus dur de faire du sirop avec la sève à la fin de la saison. Enjeux d'hygiène qui sont liés à ça aussi. Clairement qu'il y a des méthodes pour conserver la qualité de la sève ou redonner à la sève sa qualité avant de la transformer en sirop pour avoir un meilleur sirop. Meilleure sève, meilleur sirop. On s'entend là-dessus. La sève de fin de saison, quand elle arrive plus chaude à la cabane, il y a des technologies qui existent pour être capable de filtrer ces bactéries-là. Ah, puis c'est là où votre expertise, tu crois un peu. Puis c'est là qu'on revient à la Pour filtration membranaire, c'est notre spécialité. Fait qu'on travaille actuellement sur des solutions pour ça. Parce que c'est un défi qui est important. Si on réussit à résoudre, puis que ce soit financièrement viable pour la majorité des producteurs, si on réussit à résoudre cet enjeu-là, ben les producteurs, leur fin de saison va être beaucoup plus agréable et beaucoup plus rentable. Fait qu'on travaille. Parce que c'est ça, tu sais, quand on entend des gens qui font 7 livres, 8 livres, c'est parce qu'ils réussissent à faire tout le sirop qui est possible de faire. Ouais. Tu sais, on est d'accord avec ça. Là. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Ce qu'on cherche, c'est une solution facile. Ouais. Ben, c'est sûr que plus on rend les choses simples, plus on les rend accessibles, puis il y a des gens qui Exact. vont s'y mettre. Puis c'est important de faire, on essaie, quand on développe une nouvelle technologie, maintenant, puis surtout depuis l'acquisition de leaders,
on essaie aussi de s'occuper des plus petits producteurs, les hobbies qu'on a. OK. Parce que ça, c'est vraiment c'est un créneau que Leader avait. Leader était vraiment presque spécialisé dans les équipements pour les plus petits producteurs. OK. Leader avait des équipements pour les petits producteurs que nous, on n'avait pas. Nous, on est. Tu sais, Par exemple. on avait des machines avec des membranes de 4 pouces, mettons, mais eux autres, il y avait des machines avec des plus petites membranes encore, pour les plus petits producteurs. OK. Fait que quelqu'un qui a 200 érables, mais qui veut pas bouillir jour et nuit là, parce que Ben, ça peut arriver. c'est un dentiste, puis il a pas le temps. Mais, Même si mais il aime ça quand même. Bouillir 12-15 heures, ça arrive. C'est dans pas une le fun saison, pour personne. l'eau n'est pas sucrée. Puis... Mais acheter une osmose, ben, il n'y a même pas assez d'eau pour produire avec l'osmose, produire son eau pour rincer sa machine après. Fait que là, Leader avait conçu des plus petits équipements pour ces gens-là. Fait que toutes les technologies qu'on va développer dans le futur, c'est vraiment important qu'on essaie de faire une échelle de produits qui part vraiment pour les petits producteurs. Pour qu'eux aussi aient accès à ça. Fait que si tu parles de la filtration de la sève, ben, eux, c'est leur enjeu encore plus parce qu'eux autres, ben, souvent, ils vont ramasser l'eau toute la journée, puis ils vont attendre d'en avoir assez le soir pour la bouillir. Mais en fin de saison, ramasser l'eau toute la journée, qui traîne à la chaleur, fait que c'est un défi qui est pour eux aussi vraiment important. Puis de toute façon, on va se le dire, petit producteur deviendra gros. Aussi. Tous les gens que je rencontre, des fondateurs des grandes entreprises, ils me racontent qu'ils ont commencé dans les années 60 avec un traîneau puis une coupe de chaudière. Tu sais, ça commence tout par là. Ouais. On se fait avoir. Hein? On essaye de bouillir un peu pour le fun, montrer ça aux enfants. Ouh, ça finit en cabane à sucre. Des fois, ça finit en projet d'entreprise. Alors, je pense que c'est bien que les entreprises comme la vôtre se préoccupent de ça, parce que c'est votre relève. Ouais. Puis, il y a une école là-dedans aussi. Puis, Ouais. une L'image de considération marque pour- va en bénéficier, aussi. c'est sûr. Puis est-ce qu'il n'y a pas quand même une tendance, tu sais, pas juste la fameuse, on a eu la pandémie, pas mal de monde se sont mis à faire du sirop pour le Ouais. fun, c'est sûr, Ouais. puis du pain, puis plein d'autres affaires. Ouais. Mais le voyez-vous qu'il y a un intérêt, que les gens, tu sais, ils ont envie d'aller vers la nature, puis c'est un contact que c'est Vraiment. privilégié. Ouais. Vous C'est le voyez chez vous? Ouais, c'est quelque chose. On a de plus en plus. Tu sais, là, c'est sûr que les méthodes de communication se sont améliorées. Tu sais, Aussi. maintenant, on a un site web Parle à tout le monde. qui rouvre la porte aux gens à nous communiquer directement à propos des réseaux produits. sociaux. C'est incroyable le nombre de courriels qu'on reçoit par semaine de gens qui se sont retrouvés sur notre site web et qui nous prennent le temps de nous envoyer une question sur des produits. Fait que ces gens-là, ben, clairement démontrent un intérêt. Puis c'est des gens de partout. C'est des gens de Colombie-Britannique, c'est des gens des États-Unis, du Canada, de l'Ontario. C'est des gens qui veulent essayer, mais ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de. Les différences des ambassadeurs, tu sais, à un moment donné, quelqu'un peut commencer 50 sans entendre, il y a un beau-frère qui est tout proche de la retraite qui arrive chez eux, c'est donc Ouais. bien le fun, hein, Ouais. on se fait sur un projet. Ouais. Tu sais, c'est des vitrines, les Ouais. débutants, on va Ouais. s'entendre, puis la sucrerie étant tellement un lieu de rassemblement, que je pense que ça serait dur. Une entreprise qui dirait, Ouais. moi, je m'occupe pas des débutants, je sais pas combien de temps ça durerait, mais tout le monde le fait, c'est pas pour rien. Parce que c'est là que se développe le marché, puis il y a une promotion des activités à travers ça. Mais c'est sûr que c'est le fun de vendre une osmose à 300 000 là. Ben oui. C'est Ben oui. trippant. Ben oui. Mais est-ce que c'est le pain et le beurre? Je pense que c'est un ensemble de facteurs. Je pense qu'il faut se préoccuper des technologies pour résoudre les problèmes des producteurs qui ont plus de volume et des petits. Parlons-en maintenant de ces changements-là. Qu'est-ce que tu perçois, toi, dans les mentalités? Avant de commencer, on jasait de ça. Tu sais, il y en a qui, Ouais. au Québec, c'est très agriculteur, le modèle. Ouais. Les gens, ils n'écoulent pas eux-mêmes leur sirop comparativement aux États-Unis ou en Ontario. Il y en a qui le font, là. Il y a des gens qui écoulent leur production Ouais. complètement. Mais c'est moins une pratique courante. On passe par la Fédé. Ouais. Moi, je pense que ça va changer, ça. Il y a des nouveaux qui arrivent en acériculture qui sont d'abord des entrepreneurs avant des agriculteurs. Ouais. J'en vois, j'en fréquente. Je vois des jeunes qui poussent, qui arrivent avec des idées différentes. Ouais. Pensent en dehors de la boîte, la C'est vrai. multiplication des produits. Tu sais, on peut acheter de l'eau d'érable à cette heure à l'épicerie, c'est quand même nouveau. Des suppléments pour les sportifs, Ouais. des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu observes, toi, à partir de ta position chez H2O? As-tu le sentiment que vraiment il y a une vague de changements, pas juste la technologie, mais les mentalités, puis le développement des affaires en acériculture? Ah, je pense que oui. Tu sais, on a juste à regarder dans les microbrasseries. Il y a presque toujours une bière sur le menu qui a eu du sirop d'érable. Qui Ou de l'eau qui fait d'érable. partie Comme de la ici, à la recette. souche, ils font l'érable à giguère. Ils le brassent avec de l'eau d'érable. Au lieu de l'eau, OK. Oui, exactement. Intéressant. Ouais. Fait que je pense que oui, il y a une tendance vers ça. Là, 7-8 ans, il y avait une grosse tendance vers les sirops vieillis en fût de chêne.
Fait que ça, je pense que c'est encore là. Moi, je triple là-dessus. Un sirop avec un goût de bourbon, parce qu'il a été 3 mois dans un baril, je trouve ça trippant. Ouais. Ça a une valeur ajoutée. Je suis Ouais. prêt à payer plus pour ça. Je pense que les gens, maintenant, sont prêts à payer un peu plus pour un produit qui a une valeur ajoutée, qui est différent. Fait que ça amène que les gens qui sont prêts à payer pour ça, il y a des gens qui sont prêts à le fabriquer. Fait que là, ils voient une opportunité, ils ont le goût de. Tu sais, c'est correct de produire le sirop d'érable de la façon traditionnelle, de la façon que c'était fait dans la famille, mais en même temps, eux autres, ils ont des idées de grandeur, ils ont des idées différentes. Fait que, pourquoi pas, je vais prendre une partie du sirop puis je vais le transformer en alcool ou en autre chose, ou je vais le faire vieillir. Fait que ça donne des. Déjà de le présenter de façon plus spécifique. Tu sais, nous, on en vend à ce chez nous. Je vends une vingtaine de caisses de sirop par année simplement. J'embouteille ça dans des bouteilles de bière de la souche. On vend ça avec des embouts de shooter. Fait que quand tu l'ouvres, ça dégoûte pas. Nice. Mais moi, les gens peuvent choisir. Moi, dans ma caisse de 12, là, j'aimerais avoir 3 débuts de saison, 6 cœurs de saison, 3 sirops de fin de saison, faire des bines. On voyait pas ça il y a Quand 20 elle ans. est comme ça, ils sont numérotés, ils ont une petite fiche, j'ai une description des saveurs. Mais j'en vends 100$ ma caisse, si ça revient à 75-80$ du gallon. Personne ne se plaint de mes prix Non. parce que je leur offre quelque chose. Exact. Ils me disent, le sirop que j'achetais avant, je le retrouve pas à l'épicerie. Bon, c'est des sirops mélangés. T'sais, est-ce qu'on accepterait acheter des bières mélangées, du vin mélangé? Non. C'est ça qu'on trouve à l'épicerie quand même, on va se le dire franchement. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé il y a quelques années, j'avais plus de sirop, on me demande, viendrais-tu faire de la tire à une fête? Puis je fais 3-4 épiceries dans le parking avec mon maudit goût de bois, des sirops avec des défauts de saveur, pogné pour appeler un producteur. Tu sais, c'est la crème du sirop, c'est ça, elle se ramasse pas, ces tablettes d'épicerie. Puis ça, je pense qu'il y a des petits producteurs qui le comprennent. Ouais, ils sont rendus là. T'as des clients qui disent, moi, c'est ça que j'aime. Tu sais, le plus beau commentaire, j'ai fait les marchés publics de Noël avec mes enfants au début, parce qu'ils aimaient ça. C'est une façon Ça en nous, on était spécialisés sur des beaux emballages. Puis, tu sais, juste mieux emballer le sirop, tu peux déjà le vendre pas mal plus cher, tu sais. Alors, on faisait le marché de Noël ici à Stoneham. OK. C'est une façon d'éduquer mes enfants à l'entrepreneuriat. Ça a bien marché. Ouais. Ils ont des activités entrepreneuriales aujourd'hui. OK. Mais le plus beau commentaire, c'était un bonhomme qui a l'âge de mon père qui me dit, hey, si on fait goûter le sirop, ça goûte le sirop, comment on fait ça? Tu sais, c'est. Il reconnaît un goût. Oh. Il en fait un autre bouteille. Non, ça, moi, ça. Hey, c'est lui, je veux. C'est quel numéro? Ça, c'est un plaisir de dire que je redonne à des gens un souvenir. Tu sais, moi, un des beaux moments, il y a 2 saisons, j'ai un ami qui ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Il vient me voir à cabane. Il rentre, puis le sirop coule chaud. C'est sûr, quand ça coule chaud, direct l'évaporateur. Je goûte à ça. Il se met à pleurer. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait une éternité que j'ai pas goûté un sirop de même. C'est mon enfance qu'il y a là-dedans. Ça, Fait que, tu sais, quand tu vends un souvenir d'enfance dans une bouteille, il n'y a plus de prix. Ben, c'est ça. On est ailleurs. On n'est plus dans la fameuse canne. Là, elle a sa place, la canne. Ouais. Mais je pense qu'il y a de la place pour d'autres choses. Puis c'est pas juste ça. Je pense que la société a aussi avancé. On est prêt, je pense, juste à regarder combien coûte une bière dans une microbrasserie, combien coûte un bon vin, un bon drink. Je pense que le monde sont rendus à investir un peu plus dans ce qu'ils mettent dans leur bouche, sur la qualité, sur les goûts. Je pense que le monde sont rendus là, puis on le voit, ça commence à... Puis il faut en parler franchement aussi, puisque moi, quelqu'un qui me dit « Hey, 10$ une canne de sirop, tes enfants vont manger des crêpes 3 semaines avec ça. Toi, tu prends une pinte, t'en prends 2, c'est 20$. Ils sont sifflés, puis ils sont pissés dans l'heure. Là. La canne de sirop, elle va faire un peu plus de bonheur que ça. Je pense qu'il ne faut pas être gêné du prix du sirop d'érable. C'est un produit d'exception. On le voit depuis des années aussi, il y a des nutriments. C'est un sucre, là. Ça reste que c'est meilleur pour le moral que pour la santé. Mais on peut dire que c'est le moins pire. C'est dans les bons sucres. C'est dans les bons sucres. En terminant, moi, j'aimerais ça que tu me dises un peu, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de ton passage là, à notre podcast? Qu'est-ce que tu vois? Quelle invitation tu as envie de faire? Ou des souhaits que tu pourrais dire, moi, je souhaite ça à la sériculture, tu sais, parce que t'es un gars qui est venu de l'extérieur. Puis moi, je trouve que c'est les gars les plus créatifs en acériculture. OK, c'est bon. Oui, parce que... t'as un regard externe. Oui, c'est clair. Puis des fois, on arrive avec des idées par rapport, puis on se fait dire, hey, tu réinventeras pas à roue. Mais on se permet des fois de faire des digressions qui sont peut-être un peu des sacrilèges pour d'autres, mais c'est ça qui génère l'innovation aussi. C'est souvent comme ça. C'est souvent des outsiders qui arrivent, qui innovent. Fait que, moi, en terminant, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ça. As-tu des souhaits où je te donne une baguette magique, là? Tu peux changer quelque chose, faire progresser quelque chose dans l'univers de la sériculture? C'est quoi les thèmes qui sont importants pour toi? Je trouve j'aimerais ça que... puis ton podcast va sûrement aider ça, mais j'aimerais ça qu'il y ait une communication plus ouverte entre tout ce qui se fait puis tout ce qui devrait se faire. Je rêve d'une plateforme où toutes les informations, toutes les idées de tout le monde seraient là. J'arrête pas de le dire que c'est les producteurs qui ont les idées, puis nous, on les fabrique.
une, une centrale d'information à laquelle tout le monde a accès. Puis là, ben, on pige des idées là-dedans, puis on travaille sur celle-là. Ce serait... J'aimerais ça pouvoir, avec une baguette magique, extraire les idées de chacun des cerveaux, de chacun des producteurs. Ça se rend compte. Ce serait magique. Ben déjà, tu sais, aux États-Unis, il y a Maple News. Moi, c'est sûr que j'aimerais ça qu'on puisse jouer ce rôle-là un peu avec ce qu'on a créé, la fièvre des sucres, est un rassemblement. Mais c'est un défi quand même, parce que tout le monde nous parle. C'est tough. Tout le monde se parle. Mais on est dans un monde de compétition aussi, on va se le dire. Il y a ça. Alors, il y a une formule à trouver, mais j'entends ce que tu dis. Puis je pense qu'il y a de la place encore. Écoute, le premier colloque scientifique a été organisé par Tim Rademacher au HEC, là, il y a peut-être 2 ans. C'est la première fois, je me dis, voyons donc, c'est la première fois qu'il y a un colloque scientifique. Il y a de la recherche qui se fait à gauche, à droite, mais qu'il y a des événements qui célèbrent ça. Mieux faire connaître les journées Circle du MAPAC. Moi, je suis un fan de ça. J'y vais 2 fois. J'y vais 2 fois de semaine. J'aime ça. Ben, j'ai des chums à différentes plages. C'est ça. Tu sais, c'est un peu les bisons des prairies. On se retrouve. C'est du networking. Ben, à Sainte-Marie, il y a 400 personnes. T'es à une table ronde. T'as l'impression, tu sais, c'est une belle confrérie. Moi, c'est la plus belle gang dans laquelle j'ai jamais été intégré. Ces journées-là sont vraiment le fun. Ils sont vraiment le fun, ils sont vraiment hot. Cette année encore, là, il y a des super thèmes. Là, puis moi, je trouve que t'apprends. Puis tu sais, c'est de la belle vulgarisation scientifique. Tu sais, ça se crêpe pas trop le chignon. On comprend ce qui se dit en avant. Donc, les gens qui s'occupent de ces journées-là, parce que c'est des gens différents dans certaines régions. C'est vraiment des gens qui sont. Mais déjà, mieux faire connaître ça. Je connais plein d'agriculteurs qui connaissent pas ça. Mieux faire connaître ces journées-là. Puis peut-être, oui. Ben, moi, je prends ça comme un encouragement à poursuivre ce qu'on fait ensemble, ton souhait. Moi, c'est ça, j'aimerais ça. Puis j'ai beaucoup de plaisir, je vais te le dire, à porter la voix des agriculteurs, puis à donner un espace, parce que, comme en foresterie, parce qu'avec aussi le goût du territoire, qui est un voix magazine qu'on produit sur agriculture, foresterie, c'est plus des reportages. Si tu savais les beaux commentaires qu'on reçoit, les gens sont fiers, parce que c'est pas du monde tout le temps de communication. En foresterie, tu sais, ils se sont fait fermer la trappe par l'aurore boréale. Ils sont allés se cacher dans le bois, c'est devenu un tabou. Depuis qu'on leur donne la parole, j'en vois plein qui ont le dos un peu plus droit, puis moi, c'est une grande fierté de contribuer à ça. Fait que ton souhait, en tout cas, il tombe dans une bonne oreille. Je vais continuer à contribuer. Merci beaucoup, Mathieu. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation.